Le ramadan a beau être le mois du jeûne, c'est aussi la période de l'année durant laquelle la consommation explose dans les foyers musulmans. Résultat, les prix des denrées alimentaires s'envolent, passant parfois du prix au double, voire au triple, comme c'est le cas actuellement en ce qui concerne les fruits et légumes. La nuit du destin intervient dans les derniers jours du mois de Ramadan, peu avant El-Eid El-Fitr qui marque la fin du jeûne. Cette année, elle devrait se dérouler dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril 2022. Quel sens revêt la nuit de la destinée? Réponse à suivre dans cette édition. L'attaque contre une école qui abritait des familles déplacées dans l'état de Benue est survenue après que des hommes armés ont attaqué un village dans le même état en début de semaine et tué jusqu'à 50 personnes. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous servir ce soir, en tout cas pour le journal de 22h. Le Ramadan a beau être le mois du jeûne, c'est aussi la période de l'année durant laquelle la consommation explose dans les foyers musulmans. Résultat, les prix des denrées alimentaires s'envolent, passant parfois du simple au double, voire au triple, comme c'est le cas actuellement en ce qui concerne les fruits et légumes. Sur le marché, clients, revendeurs et grossistes se plaignent selon leur degré d'implication de l'inflation. On en parle dans le dossier du jour. Les prix des fruits et légumes se sont envolés, passant du simple au double pour certains produits de base. Une augmentation injustifiée d'après les usagers qui peinent de plus en plus à faire face à cette folie des prix. Les potentiels clients font des allers-retours entre les étals des fruits et légumes avec des sacs vides pour la plupart. Les passés qu'on prend ça à 1000 francs, maintenant c'est à 2500. Ananas qu'on prend ça à 100 francs, maintenant c'est à 250, 300. Le prix a doublé 3 fois. Ce que je payais à 1200, la quarantaine, aujourd'hui c'est à 2000. Oui, à 1200, à 2000. Bon, ils veulent profiter de la période des carèmes, c'est tout. Hein. C'est tout. Oui, c'est tout. Parce que nous avons la terre, puis il y a l'ananas, il y a les pastèques partout au Bénin. Mais on n'a pas compris pourquoi c'est extrêmement cher. S'ils ne veulent pas profiter de cette période de carême, c'est ça. Oui, je l'ai constaté, hein. Les fruits sont énormément chers. Et ça part du simple au triple. Hein. Et, bon, je ne sais pas trop ce pourquoi, mais j'imagine que c'est dû à beaucoup de paramètres. Hein. En général, les gens disent que tout est cher. Voilà ce qu'il y en a. Mais je crois bien que bon, nous sommes dans un environnement très commercial et concurrentiel et la plupart des gens profitent de toutes les occasions pour s'en mettre plein la poche. Hein. Donc les fruits étant produits au Bénin en général, je crois que les gens profitent de ces temps de carême parce que nous en avons beaucoup besoin. La simple loi de l'offre et de la demande ne suffit pas à expliquer la hausse des prix traditionnels avant et pendant le mois de Ramadan. Le marché d'Antokpa est largement assez approvisionné pour répondre à la demande. Et pourtant, c'est le même refrain chaque année. Le responsable des revendeurs de fruits dans le marché s'explique à cet effet. Ce n'est pas affaire de carême, affaire de temps qu'il y a la charité. Écoutez-moi très bien. Hein? C'est depuis le verger là-bas. Or, ce que vous devez faire, hein, est ceci. Bon, il y a le Togo qui nous gêne. Nous, si on arrivait dans le verger pour acheter, nous, avec 400 000, on achète. Quand le Togolais vient, lui, il va jusqu'à 600, 700 000. Hein? C'est de cela que nous, on est obligé de le laisser ça à l'instant. Et on s'est arrangé avec les lois qui sont sur le terrain actuellement. À cela s'ajoutent les péripéties liées au transport de la marchandise depuis les fermes à Cotonou au marché d'Antokpa. Dame Léa Gamado, revendeuse d'oranges, exerce cette activité depuis toujours. Les fruits étaient plus chers bien avant le carême. Une bâchée d'oranges actuellement coûte 540 000 francs CFA dans les fermes. Le transport revient à 60 000. Les démarcheurs nous prennent 10 000. Avant, ils prenaient 5 000, mais depuis un moment, c'est 10 000 francs. Le tout revient à 610 000.
La marchandise que tu achètes à 70 000, tu peux la revendre à 2 000 au détail. Quand elle coûte 50 000, tu la revends à 1 500 en comptabilisant les produits qui vont se gâter. Sinon, le prix des oranges depuis des années est resté considérablement bas. Cette année, les producteurs évoquent la difficulté à s'approvisionner en engrais qui revient plus cher, 27 voire 28 000 francs CFA. La question des saisons s'invite également dans le débat de la cherté des fruits et légumes. La saison sèche influence aussi la disponibilité des produits qui se font donc importer des pays limitrophes. Et c'est avant et après tout une question de profit pour les commerçants. Ces temps-ci, les fruits sont plus chers du fait de la saison sèche. Et c'est tel que le cultivateur a moissonné qu'il vend. Et c'est ainsi que le revendeur se fera aussi sa marge sur la marchandise. Et cela se répercute jusque sur le client final. Le gouvernement du président Patrice Talon avait, en période de Covid, interdit l'exportation de produits vivriers afin d'accroître leur disponibilité et maîtriser les prix. La même mesure est souhaitée dans le secteur des fruits et légumes, ce afin que les commerçants locaux soient prioritaires au niveau des fermes. Si l'État peut nous aider à faire ainsi que Lomé va nous laisser, hein, là, c'est bon. Parce que eux autres, nous, on va avec 400 000, et ils viennent, 700, 650 000. Bon. On peut rien. Le paysan qui fait de l'argent, toi, tu vas avec 400 000, moi, je vais avec 600 000. Bon. Qui serait en possession? Hein? C'est 600 000. Qui serait en possession, c'est tout. C'est là où il y a défaut sur le marché. Nous demandons au chef de l'État d'instruire les agents des forces de l'ordre et de sécurité afin qu'ils nous facilitent le transport de nos marchandises à travers le pays. Les chauffeurs sont traqués dans les moindres faits et gestes. Et ce sont les commerçants qui subissent ces tracasseries en fin de compte et les répercutent inévitablement sur les prix de cession. En l'absence de mainmise de l'État sur les prix au niveau des marchés de gros des fruits et légumes, seul le citoyen qui voit son niveau de vie s'effondrer de jour en jour paye la facture de ces pratiques impunies. Il est temps de remédier définitivement à cette situation qui se répète chaque année avant et pendant le mois de Ramadan. Merci Rachidat Oro pour ce dossier réalisé. Donc, la nuit du destin intervient dans les derniers jours du mois de Ramadan, peu avant l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne. Cette année, elle devrait se dérouler dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril 2022. Quel sens revêt la nuit de la destinée? Suivez les explications de l'imam Keoulabi Ibrahim. La nuit de la destinée est une nuit mystérieuse que Allah a cachée dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et cette nuit est une nuit qui vaut plus que 1000 mois d'adoration. L'adoration faite au cours de ces 10 derniers jours vaut 1000 fois l'adoration faite dans les jours ordinaires. Voilà pourquoi cette nuit est une grande nuit. Et cette nuit est la nuit où Dieu change le destin de ceux qui vont vers lui pour demander sa miséricorde. Toute personne qui, pendant les 10 derniers jours, fait l'effort de rechercher la nuit de la destinée et que Dieu lui accorde la possibilité de faire coïncidence avec cette nuit, aura la récompense de celui qui a adoré Dieu pendant 1000 mois, qui fait pratiquement 83 ans, 4 mois. La nuit de la destinée commence à partir de 20e nuit de Ramadan, c'est-à-dire le jour où le jeûne fait 20. Donc, la nuit que nous allons dire que nous sommes en train de faire la prière nocturne qu'on appelle Tarawih, 21e nuit,
Donc, à partir de cette nuit, on commence par chercher la nuit de la destinée. Et pendant les 10 jours qu'il faut veiller et faire beaucoup de prières, beaucoup de zikr, et aller dans les mosquées où les gens font des prières de tahajjud pour pouvoir bénéficier de cette grâce que Dieu a accordée à la Oumma du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de rechercher cette nuit dans les nuits impaires. Donc les nuits impaires veut dire la nuit, 21e nuit, 23e nuit, 25e nuit, 27e nuit et 29e nuit. Donc toute personne qui prend les 10 derniers jours pour veiller, pour prier, a déjà le mérite de retrouver cette nuit parmi les 10 derniers jours. Et les actes importants accomplis dans les 10 derniers jours, c'est premièrement de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de sadaka, et d'aller vers les malades pour aller les visiter, leur apporter de la joie, les assister, aller vers les orphelins pour aller leur apporter de l'amour, partager beaucoup de choses avec tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est les choses qui sont les plus méritées qu'il faut accomplir dans les 10 derniers jours, dans la journée. Et dans la nuit, c'est de rester éveillé toute la nuit pour implorer pour demander des supplications et demander l'assistance de Dieu pour avoir sa miséricorde. À tous les frères musulmans, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, que le jeûne, ce n'est pas seulement de s'abstenir de manger, mais c'est de faire d'accomplir beaucoup d'autres actes. Par exemple, de faire beaucoup de bienfaisance. Et de savoir quelque chose, on adore Dieu comme Dieu le veut, pas comme on le veut, à notre manière. Toute personne qui ne croit pas aux paroles de Dieu et qui fait sa volonté, fait juste seulement un régime alimentaire et non est en train de jeûner. Parce que le jeûne, c'est un acte d'adoration qu'il faut faire comme Dieu a demandé de le faire. À tous les musulmans, de comprendre que les 10 derniers jours, il faut redoubler d'efforts, d'aller dans les mosquées les nuits pour faire tahajjud, pour rechercher la nuit de la destinée. Pour terminer, je vais dire que voilà, dans quelques jours, nous allons terminer avec le mois de Ramadan. Il faut comprendre que le mois de Ramadan, c'est comme nous sommes allés à une formation. Après la formation, il faut revenir sur le terrain pour faire la pratique. Donc, les 10 derniers, le mois de Ramadan, tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la mosquée, vous avez vu que la mosquée est remplie, est en masse. Donc, après le Ramadan, il ne faut pas chercher à se détourner de cette voie et de cette formation que nous avons reçue, d'aller constamment adorer Dieu et de rester en communion avec nos frères, de faire le partage, de donner de l'amour à ceux qui sont autour de nous, de reconnaître le droit de nos voisins, de ne pas les perturber, parce que ce que l'islam recommande, surtout le droit de voisinage, c'est très important, parce que le prophète a dit, l'ange Gabriel m'a parlé du droit du voisinage au point que j'ai pensé qu'il devait faire partie de mes héritiers. Sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, notons que la nuit de la destinée 2023 démarre donc ce jour et puis on reste en union de prière avec nos amis, avec la communauté musulmane. Elles sont parfois accusées à tort ou parfois légitimement d'engloutir les fonds des organismes internationaux sans pouvoir en faire profiter véritablement les bénéficiaires. Les organisations gouvernementales entre réglementation de leur secteur et difficultés de mobilisation des ressources se heurtent donc à d'énormes difficultés. Suivez cet élément pour vous en convaincre. C'est un secteur qui n'est pas beaucoup réglementé. C'est un secteur, il y a des lois, mais la majorité des lois ne sont pas appliquées. C'est un secteur qui apporte beaucoup de choses, mais méconnues ou parfois même pas très gratifiantes, parce que c'est des gens qui ont toujours une vision. Tous ces gens qui vont en association, c'est des gens qui ont une ambition d'aider.
ils ont cet aspect social et humanitaire. Donc, c'est un travail qui, parfois, n'est pas toujours gratifiant. Donc, dans ce domaine, il y a les problématiques de formation, il y a les problématiques de l'animation de l'association, et en dehors de cela, il y a l'impact sur le développement réel. Donc, il faut pouvoir mesurer tout ça. L'État n'a pas encore fini de restructurer tous les secteurs pour pouvoir s'attaquer à ce secteur. Mais je sais que l'État, il en vient parce que nous avons connu beaucoup d'essor dans beaucoup d'autres secteurs et je sais que l'État réfléchit à cela. Ces associations pourraient beaucoup faire si on les encadrait et vraiment s'il y avait surtout tout ce qu'il faut comme processus pour pouvoir accompagner, développer, ainsi de suite. Mais le réel problème des associations, c'est la gestion de leur patrimoine, c'est surtout la mobilisation des ressources financières dont elles ont besoin et cette diplomatie non gouvernementale. Les levées de fonds à l'extérieur n'est pas si facile qu'on imagine. C'est tellement de contrôle, c'est tellement de questions auxquelles vous devez répondre et ce n'est pas si facile de lever des fonds sur lesquels vous pouvez vous asseoir parce que vous avez derrière de la redevabilité. Deuxième élément, les pouvoirs publics sont censés aussi faire du contrôle. Nos comptes sont audités par des experts comptables chaque année et vous devez en rendre compte. Et à partir du 1er janvier 2023, nous avons une nouvelle législation en matière de gestion comptable, en matière des OSC. Ça veut dire que dans les années à venir, au niveau de l'OADA, c'est-à-dire toute la sous-région, eh bien, les ONG désormais auront une façon de présenter leurs états financiers, ce qui va encore renforcer le contrôle. Maintenant, que ce soit dans le secteur des entreprises régulièrement inscrits, vous avez certains qui manœuvrent pour passer à travers les mailles. Donc on ne peut pas dire qu'aussi dans le secteur des ONG, il n'y a pas ce que nous pourrons appeler quelques brebis galeuses, mais ce n'est pas ça qui est d'ordre général. D'ordre général, c'est des gens qui vont recevoir 1 million et qui vont essayer d'impacter 1000 personnes. Ce que les pouvoirs publics ne peuvent jamais faire, parce qu'ils n'ont pas ce niveau d'engagement. Mais vous prenez une ONG, il reçoit un financement de 1,2 million, il va faire des ateliers, il va réunir des femmes, il va essayer d'impacter. Et dedans, naturellement, il va retrouver peut-être un petit 50 000, un petit 100 000 qui lui permet de gérer son personnel. Donc, dire que les associations généralement vont lever des fonds à l'extérieur et se mettre plein les poches, c'est une affirmation que je mets entre griffes qui fait l'objet d'un fantasme populaire, parce qu'effectivement, vous voyez des ONG qui ont des grosses voitures, de grosses cacates, et on présume qu'ils ont des ressources. Mais quelquefois, certains de ces véhicules sont offerts et quelquefois défiscalisés par l'État pour le bien de leur action sur le terrain. Et puis en interactualité, l'attaque contre une école qui abritait des familles déplacées dans l'état de Benou est survenue après que des hommes armés ont attaqué un village dans le même état en début de semaine et tué jusqu'à 50 personnes. Voici le commentaire de GovTV Africa. 44 civils ont été tués lors de l'attaque de 2 villages du nord-est du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne, dans la nuit de jeudi à vendredi. Au Nigeria, un massacre a fait au moins 37 morts parmi les déplacés réfugiés dans une école. Les attaques au Burkina Faso ont été perpétrées par des groupes armés, a indiqué le gouverneur de la région du Sahel. Le bilan provisoire de cette attaque ignoble et barbare qui a visé les villages de Kourakou et de Tondobi fait état de 44 civils tués et des blessés, a détaillé le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo. Le gouverneur a assuré que des actions de stabilisation de la localité étaient en cours après une offensive menée par des forces de défense et de sécurité FDS qui a permis de mettre hors d'état de nuire les groupes armés terroristes qui ont perpétré la dite attaque. Cette double opération est survenue dans les localités situées à 5 km de Seitenga, commune frontalière du Niger. Elle avait été endeuillée en juillet 2022 par une attaque revendiquée par l'État islamique au Grand Sahara qui avait fait 86 morts. Le lieutenant-colonel Sorgo a par ailleurs invité samedi les populations locales à faire corps avec les FDS et s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie
afin de participer à la défense de leurs localités respectives. Le Burkina Faso, en particulier sa partie nord, est pris depuis 2015 par une spirale de violence attribuée à des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique qui ont fait plus de 10 000 morts entre les civils et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés internes. Le pays est dirigé depuis septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait part en février dernier de sa détermination intacte à combattre les djihadistes malgré la multiplication des attaques. Les motifs des massacres du Nigeria restent obscurs, mais les autorités locales ont accusé les éleveurs nomades de l'ethnie Fulani qui s'opposent depuis longtemps aux agriculteurs sédentaires de la province de Benue pour l'accès aux terres et aux ressources. Mon conseiller à la sécurité m'a confirmé que 37 personnes ont été tuées, a déclaré par téléphone le gouverneur de l'État de Benue, Samuel Ortom. Le président Mouhamadou Bouhari, qui va quitter le pouvoir en mai après 2 mandats, a condamné samedi ce massacre et assuré que les efforts étaient faits pour mettre fin à cette violence extrême. Le président a condamné l'utilisation du terrorisme comme outil dans les conflits intercommunautaires, demandant instamment que les assaillants soient retrouvés et traduits en justice, indique communiqué présidentiel. La province de Benue est l'une des plus touchées par des années d'affrontements entre éleveurs nomades et agriculteurs qui reprochent aux bergers de laisser paître leur bétail sur leurs terres. Ces conflits dégénèrent souvent en affrontements entre milices armées créées pour protéger les communautés rivales. La lutte contre l'insécurité sera un défi majeur pour le nouveau président Bola Tinubu qui a remporté l'élection présidentielle en février. Les forces de l'ordre luttent toujours pour tenter de mettre fin à un conflit vieux de 14 ans dans le nord-est du pays qui a fait au moins 40 000 tués et déplacé plus de 2 millions de personnes. Mesdames et messieurs, c'est sur ce commentaire que nous mettons donc un terme à cette édition de la nuit sur GovTV Africa. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente nuit en compagnie de nos programmes. Serge Vivien Kouignement, je suis.